à tous. Alors, première question, qu'entend-on par expérience client B2B? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Sophie Fouque? Bonjour. Donc le B2B chez Michelin, c'est nos revendeurs et nos constructeurs, mais c'est aussi surtout nos utilisateurs de pneus poids lourds, miniers ou agricoles. Et je crois que quand on parle d'expérience client B2B chez Michelin, c'est avant tout une aventure humaine. C'est avant tout un partenariat fort avec nos clients pour leur assurer une mobilité durable. Et c'est du coup des offres de services qu'on base sur l'exploitation des données, comme les offres Michelin Tire Care, par exemple, pour nos clients transporteurs en Europe, qui leur permettent de faire de la maintenance préventive grâce à un pneu connecté et à une plateforme digitale qui leur permet d'optimiser leur profitabilité, la sécurité sur la route et toutes leurs opérations de maintenance. Ou alors l'application pour les chauffeurs qu'on vient de lancer, qui s'appelle Road Connect, qui permet aux chauffeurs d'optimiser la planification de leur trajet, de trouver sur leur route tout ce qui est nécessaire à leur bien-être et d'être en communauté. C'est un peu la CB 2.0. Voilà. Donc, chez Michelin, l'expérience client B2B, c'est du co-design, c'est une aventure humaine et c'est l'utilisation des meilleures technologies au service de nos clients. Merci beaucoup. Christophe Maret, en quoi l'expérience client dans l'univers B2B est-elle plus compliquée que dans l'univers B2C? Alors ça, c'est un vaste débat. Ce que j'ai envie de dire déjà, c'est que le business B2C et le business B2B est radicalement différent. Enfin, on le sait tous. Déjà, quand on achète quelque chose dans l'environnement B2B, c'est rarement un achat impulsif. C'est rarement un achat déraisonné. Ça fait souvent suite à un processus en fait, d'élaboration, de réflexion qui ne se fait pas tout seul, qui inclut forcément un groupe, qui inclut même parfois des décisionnaires qu'on ne connaît pas, qui sont parfois dans d'autres pays. C'est souvent en fait, des modes de paiement qui sont différents et c'est souvent un parcours client, une expérience d'achat qui est également radicalement différent. Donc il y a besoin de prendre tout ça en compte. L'environnement B2B est un environnement très spécifique, mais je pense qu'on aura l'occasion toute la journée d'en reparler. Et c'est ce qui fait en fait, toute la richesse justement de cet environnement. Des expériences qui doivent être renouvelées, souvent en fait, des entreprises qui elles-mêmes ont leurs propres clients. Et donc il doit y avoir en fait, une relation extrêmement poussée avec ces entreprises. Merci beaucoup, Christophe. Hervé Milsan, pourtant, lors de notre échange, vous m'avez dit que les clients dans l'univers B2B attendaient la même chose que en tant que consommateur classique. Oui, en effet. Chez l'IRECO, on est drivé par 3 grandes tendances. Quand on parle d'innovation incrémentale, on se base premièrement sur un aspect générationnel. L'aspect générationnel, il part du principe qu'aux alentours de 2020, 30% des décideurs et des employés viendront de la génération Y. Ils investiront le monde de l'entreprise. Cette génération Y, elle a vocation à installer les usages de consommation consommateurs en entreprise. Donc ça, c'est un des éléments absolument fondateurs de notre stratégie d'innovation. Premier mégatrend. Le second, il est clairement la mobilité. Dans bon nombre d'entreprises aujourd'hui, l'employé, le donneur d'ordre, le manager est un électron libre que nous devons soutenir, suivre, auquel on doit répondre en termes d'exigences et de services. Puis la troisième grande tendance qui nous anime aujourd'hui, c'est celle qui consiste à dire que globalement, le monde de l'entreprise se sophistique. Il se complique, il se complexifie. À partir de ce moment-là, le décideur, encore une fois, le manager, il est face à des éléments endogènes, professionnels, qui sont la recherche, le choix, la décision, le prix et surtout la vitesse. À partir de là, vous avez une équation qui est globalement une équation de consommateur. Et à ce moment-là, les mêmes causes vont produire les mêmes effets, vont se traduire par les mêmes usages.
et donc les mêmes attendus. Merci beaucoup. Alors, je crois que le relationnel aussi est très important, hein, surtout dans des univers traditionnels B2B. C'est le cas pour vous, Olivier Rey, chez France Boisson. Vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus? Oui, en effet, on est sur un marché traditionnel. On est une vieille entreprise, 50 ans de vie et de présence sur le marché de la consommation hors domicile. On a un marché très atomisé, 53 000 clients qui attendent de France Boisson un contact et un partenariat au quotidien. Or, on a 350 vendeurs qui sont ce lien entre France Boisson et le client. Et les clients sont de plus en plus exigeants. Je partage l'analyse de monsieur. Clients qui sont des restaurateurs, des cafetiers. Et attendent de France Boisson encore plus de disponibilité, encore plus d'accès à l'offre France Boisson. Et le digital répond parfaitement aujourd'hui à ces attentes de nos clients, qui ne sont plus uniquement basés sur la relation humaine avec nos équipes commerciales, mais qui viennent en complément de cette relation commerciale de nos équipes sur le terrain. Même chose pour vous, hein, Paolin. Je crois que dans l'univers agricole, l'expérience client est beaucoup basée sur l'affect. C'est très basé sur l'affect. C'est un métier qui existe depuis les premiers jours de l'humanité. C'est très lié à l'humain. Donc nous, on s'adresse à un marché qui est le marché agricole. On s'adresse à des vrais chefs d'entreprise. Donc on a 400 000 agriculteurs en France qui œuvrent tous les jours pour nous faire manger et qui ont eu l'habitude pendant des dizaines et des dizaines d'années de travailler avec leurs collègues, de travailler entre agriculteurs. Donc on a cette relation humaine qui est très forte dans le milieu. Et donc nous, on est venu à Agriconomie il y a quelques années en proposant une offre en ligne, en permettant aux agriculteurs d'acheter tout ce dont ils avaient besoin sur leur exploitation, de manière toute simple, depuis leur iPad, depuis leur ordinateur. Et donc on doit retravailler ce sujet-là. Donc on amène une brique numérique sur le secteur des achats agricoles, mais on doit garder une touche humaine. Donc on fait tous les salons agricoles, on déploie des équipes sur le terrain qui ne sont pas là pour vendre ou pas là pour prodiguer du conseil, mais qui sont là pour réassurer les agriculteurs sur le fait qu'on va délivrer les produits en temps et en heure. Donc voilà, on a un gros sujet relationnel dans le secteur agricole qui est extrêmement important depuis le premier jour. Merci beaucoup. Alors justement, à l'heure du numérique qui s'installe dans tous les univers, et notamment celui-ci, quels sont les enjeux en termes de relations clients et d'expérience client? Je crois que chez Adobe, l'enjeu de vos clients, c'est d'acquérir, de fidéliser et de transformer. Qu'est-ce que vous mettez en place pour cela ? Alors, je vais d'abord revenir peut-être à un premier sujet qui est ce que l'on fait chez Adobe, sans en faire de la publicité, je vous rassure, mais c'est simplement pour expliquer la transformation qu'on s'est déjà appliquée à nous-mêmes. On s'adresse aujourd'hui, on a trois socles métiers, mais il y en a un notamment, un business qui s'adresse au monde de l'entreprise, c'est pour ça qu'on est là, et notamment à la fonction marketing e-commerce. Et en fait, cette fonction-là, pendant des années, n'a jamais eu en fait, de solution, d'outils, n'a jamais été digitalisée. Dans les années 80, pour ceux qui étaient déjà nés, on assistait en fait à une grosse période, une grosse transformation sur les bureaux d'études, la production. Dans les années 90, c'était plutôt l'ERP dans le monde de l'entreprise, la finance, les RH. Début des années 2000, c'était le CRM avec plutôt la partie vente. Et en fait, la fonction marketing est une des rares fonctions avec le juridique qui n'a jamais eu en fait, de plateforme dédiée à son métier. Donc en fait, Adobe a lancé cette plateforme-là, qu'on a appelée Marketing Cloud et qui s'appelle maintenant Experience Cloud. Et donc nous, notre engagement, c'était de travailler avec ces entreprises pour les aider à elles-mêmes se transformer. Donc à transformer le métier du marketing, transformer la relation qu'elles pouvaient avoir avec leurs clients, transformer leur manière de s'engager avec leurs propres clients, transformer leur manière d'acquérir, de convertir et de développer la fidélisation et la fidélité de ces clients. Donc c'est un gros travail en fait d'engagement. Et donc nous, on travaille avec ces entreprises-là et pour nous-mêmes, acquérir ces nouveaux clients, parce que ce sont des nouveaux métiers qui apparaissent, et on le voit avec la transformation depuis 2007, depuis la sortie de l'iPhone et le développement du mobile, du cloud, etc. C'est une vraie transformation qui nécessite de repenser complètement ses organisations, qui nécessite de repenser complètement son business model. Donc nous, ce que l'on fait, effectivement, on applique à nous-mêmes ce que l'on propose à nos propres clients en phase d'acquisition, de conversion et de rétention, où là, on utilise en fait tous les canaux numériques possibles pour pouvoir en fait suivre l'ensemble du parcours client, acquérir des nouveaux clients, les aider à prendre leurs décisions et ensuite les retenir pour faciliter le déploiement de leurs propres solutions en interne. Merci.
Sophie, chez Michelin, vous avez basé votre stratégie sur la symétrie des attentions, une vision 360 degrés du client. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux et pourquoi avoir choisi cet axe? Ouais, alors, chez Michelin, on s'est dit, en fait, on veut vraiment remettre du client au cœur de nos décisions, au centre de l'entreprise. Et on s'est dit une chose toute bête, en fait, quand on regarde nos systèmes, aujourd'hui, le client n'est pas au cœur de notre architecture de données, notamment. Et il y a une croyance très forte chez Michelin qui est de se dire que pour délivrer une expérience client de haut niveau, nous devons délivrer à nos employés une expérience employée de bon niveau, et pour ça, leur donner les bons outils digitaux, l'accès aux données pour faire leur travail et être pertinent dans leurs interactions avec nos clients. Et c'est pour ça qu'on s'appuie sur ce concept de symétrie des attentions, en se disant que l'expérience client se nourrit de l'expérience employée, et qu'on a remis au centre de notre projet de transformation digitale du groupe le CRM et l'implémentation de la plateforme Salesforce pour nous aider à remettre la donnée client au cœur de toutes nos interactions, pour nous permettre d'être en interaction directe avec les clients et d'exploiter toute la valeur en fait, des données et des insights que nous pouvons connaître aussi bien par les équipes des services clients que par les équipes marketing que par nos équipes commerciales. Ce n'était pas le cas avant. Merci beaucoup. Olivier Ray, chez France Boisson, quels sont les enjeux? Oui, un des principaux enjeux a été on est très pragmatique dans notre entreprise et on a une complexité de proposer l'ensemble de nos offres produits, 7000 références produits. Nous avons sélectionné depuis des années à l'ensemble de nos 50 000 clients. La difficulté, c'était de passer par des vendeurs qui avaient la difficulté d'intégrer ces 7000 références et également de nos clients, du coup, d'y avoir accès. Nous avons tout simplement imaginé, et fait d'une pierre deux coups, du coup, un portail d'accès à l'ensemble de notre offre, à la fois de produits mais aussi de services, puisque nous proposons également des services à nos clients, de manière digitale, simple, très accessible, à la fois pour nos équipes commerciales, ce qui leur permettait d'acquérir ce savoir produit, ce savoir service, mais également de nos clients, qui désormais, H24, 7 jours sur 7, ont accès à l'ensemble de l'offre de produits et de services France Boisson. Donc voilà, c'est tout simple, mais c'est une révolution dans une entreprise comme la nôtre, ou en tout cas sur un marché comme le nôtre, très traditionnel, très basé sur la relation humaine et le savoir humain en la matière. Merci. Chez l'IRECO, Hervé Milsan, l'un des enjeux aussi, ça a été de répondre à des acteurs, de nouveaux acteurs comme Amazon, qui n'est plus très nouveau, mais qui trust un peu tout le marché. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet enjeu? Oui, en effet. Historiquement, l'IRECO a fondé son succès depuis 20 ans sur une valeur de face-à-face, vendeur, client, exclusive. Il convenait donc de faire évoluer notre value proposition vers une proposition qui est partie d'un parti pris extrêmement fort. Le parti pris consistait à se dire que la relation humaine est et resterait un actif fondamental dans la relation entre nos clients et l'IRECO. Nous avons assessé, par exemple, lors de l'exercice 2016, notre parcours client, et à chaque frottement humain, nos clients nous renvoyaient une image extraordinairement positive. À partir de ce moment-là, l'enjeu a consisté et consiste à transformer le groupe l'IRECO en un groupe non pas physique, mais non pas digital, mais figital. Et donc le jeu et tout l'enjeu va consister à faire et intégrer notre force de vente dans une plateforme omnicanale qui effectivement fera cohabiter un certain nombre de canaux, la voix, le chat, le web, le mobile, mais tout ça de façon extrêmement fluide, appuyé, effectivement, et je rejoins les intervenants, appuyé par une connaissance de notre base client extrêmement précise. Alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'on doit dénier, est-ce qu'on doit nier cette tendance majeure des online players? Elle est là. Ce sont des entreprises extrêmement fortes, extrêmement pertinentes, qui répondent à une expérience client attendue.
et donc nous amène et nous oblige à l'intégrer dans notre value proposition. Mais en revanche, ce que nous pensons, nous, c'est que la relation et la proximité restera un facteur discriminant de notre offre. Je vais vous donner simplement un exemple. Dans les 10 000 références que nous proposons, aujourd'hui, vous avez 2 grandes familles de produits. Vous avez des produits commodité, le stylo, la ramette de papier, et vous avez des produits réglementaires, réglementés. En effet, quand vous vendez des chaussures de sécurité, vous touchez à la sécurité et à l'intégrité des employés de vos clients. À ce moment-là, au-delà du produit et de sa meilleure présentation, le client a besoin de conseils. Il a besoin de se rassurer. À ce moment-là, la relation humaine peut devenir un élément discriminant dans le choix de notre client. Alors, ça sera sans doute la notion de benchmark entre les pure players et des entreprises telles que l'IRECO qui auront vocation à mixer le physique et le digital. Merci. Paulin, pour vous, Je vais rebondir sur ce que disait Hervé, je suis entièrement d'accord avec toi. Et on a une approche qui est un peu différente chez Agriconomie, c'est qu'on a commencé, nous, on est né sur le digital, on est né en ligne. Mais on a eu tout de suite une relation très proche avec nos clients et on était obligé d'avoir des conversations téléphoniques avec eux. Donc on a très vite déployé des équipes d'experts agricoles, de conseillers agricoles qui étaient en capacité de répondre aux questions de nos clients agriculteurs. Parce que comme tu le disais, tu as des produits de commodité où l'agriculteur, notre chef d'entreprise, est en capacité d'acheter très simplement et sans avoir aucune interaction, et des produits un peu plus complexes où là, il va avoir besoin d'échanger avec un expert de son milieu. Et donc, on a déployé chez nous une équipe de conseillers agricoles disponible de 8h à 20h, 7 jours sur 7, qui répond via chat, via téléphone, etc. Et aujourd'hui, on va encore plus loin dans ce que tu dis, comment t'as dit, le Figital, c'est qu'on va déployer des équipes sur le terrain. Vous faites la démarche inverse. Voilà, on fait vraiment la démarche inverse. Donc on est né entièrement sur le digital et aujourd'hui, au vu de notre cible et de l'attente relationnelle qu'a notre client, on déploie des ambassadeurs Agriconomie qui vont être ancrés dans les régions et qui vont aller à la rencontre de nos gros clients, de nos groupements d'achat, qui vont aller rencontrer les écoles d'agriculture, qui vont aller faire toutes les foires agricoles dans la région et qui vont vraiment être au cœur de la zone agricole. Donc on fait vraiment le cheminement inverse, mais on se dirige tous vers le même objectif. Alors, cette transformation digitale pour les entreprises plus traditionnelles qui ne sont pas nées du digital implique un changement dans la politique RH, avec politique de change aussi à mettre en place. Je crois que chez France Boisson, ça a été un gros sujet. Oui, je confirme, voire un combat. Alors, il a commencé tout en haut, au comité de direction, et l'enjeu a été de mettre en mouvement l'ensemble du comité de direction, et pas que un de ses membres ou le président qui rêvait effectivement de cette transformation digitale, mais c'était de mettre en mouvement l'ensemble de l'entreprise. Alors, on l'a fait là aussi de manière très pragmatique, à travers des Digital Days, à travers des sources d'inspiration diverses et variées, pour simplement se nourrir de ce qui existait sur le marché, et de ce que pouvait éventuellement opérer France Boisson en la matière. Donc voilà, on a travaillé la tête. Je vous passe toutes les étapes de transformation d'entreprise, mais je vais vous en relater une qui a consisté également à transformer l'ensemble de notre staff commercial. Nous, notre histoire repose sur d'abord un staff commercial, de l'humain, avant le digital, et notre premier travail a consisté à réorganiser l'ensemble du staff commercial. On a créé, avant même de se lancer dans notre transformation digitale, on a créé un nouveau métier chez France Boisson. On a créé le métier de commercial sédentaire. Oui, ça n'existait pas chez nous, les commerciaux physiquement aller chez les clients prendre des commandes. On a créé une nouvelle étape dans ce parcours client qui est la capacité qu'on a apporté à nos clients, qu'on a proposé à nos clients, de pouvoir passer leurs commandes par téléphone via un commercial ou une commerciale sédentaire. En créant ce métier, on a également renforcé du coup le métier du commercial qui s'est dégagé
de la partie prise de commande pour se consacrer, on l'a évoqué à travers les différents exemples autour de cette table, qui a pu se concentrer sur le conseil et l'accompagnement aux clients. Ce qui, là, pour le coup, a créé une vraie valeur ajoutée et une vraie... on a développé évidemment la satisfaction client, mais aussi l'attractivité de France Boissons en sa qualité de partenaire de ses clients. Les commerciaux sédentaires prennent la partie commande et évidemment la nouvelle étape est d'imaginer le digital dans ce dispositif global et que chacun puisse trouver sa place. Et du coup, sa place, c'est un commercial qui conseille et qui accompagne son client, une commerciale sédentaire qui check des commandes et non pas qui prend des commandes, qui check des commandes pour apporter une valeur au client qui est « tu t'es peut-être trompé, tu as oublié, je te fais bénéficier d'une promo, je te parle d'innovation, etc. » Donc apporter de la valeur au client. Et le digital qui lui amène autre chose, qui amène H24, 7 sur 7 sur le smartphone, l'ensemble de notre offre de produits et de services. Donc beaucoup de change pour arriver à effectivement une solution au bout du bout digital qui est au service de l'ensemble du dispositif commercial. Avec une bonne compréhension quand même de la part de l'équipe commerciale historique, où il a fallu quand même... Oui, il a fallu convaincre, il a fallu expliquer, il a fallu rassurer aussi, et toujours encore rassurer. Sur le fait que le digital n'est pas, contrairement à ce que peut relater aussi la presse ou le gouvernement qui peut-être va taxer les robots demain dans les entreprises. Donc effectivement sur cette image-là un peu négative, les commerciaux ou les commerciaux sédentaires voient en l'arrivée de notre portail ou notre digital, notre portail client, un concurrent à leur job. Or, au contraire, ils renforcent complètement leur job. Leur job, c'est d'accompagner les clients, d'apporter du conseil aux clients et de développer la rétention et la satisfaction client pour France Boissons. Donc c'est hyper noble. Encore faut-il que ce soit compris et du coup, il faut l'expliquer tout le temps. Merci. Sophie Fouque, chez Michelin, vous avez créé la Digital Factory, justement, pour accompagner tous ces changements. Vous nous expliquer quel est son rôle et comment elle est organisée, que vous dirigez d'ailleurs. Voilà. Donc nous, Michelin, notre raison d'être, c'est une meilleure façon d'avancer. Une meilleure façon d'avancer, on est leader de la mobilité et on se rend compte que pour être leader de la mobilité demain, il faut être leader de la mobilité digitale. Et pour être leader de la mobilité digitale, Jean-Dominique Sénard, notre CEO, a décidé il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, de lancer une transformation digitale au niveau du groupe et a donc nommé Éric Chagnot en tant que Chief Digital Officer pour mener cette transformation. Et on a établi une Digital Factory pour aider à accélérer cette transformation, parce que vous vous doutez bien que dans un groupe de la taille de Michelin, c'est un groupe industriel, il y a 112 000 personnes, on est présent dans 170 pays. Mener une transformation digitale, c'est pas si simple. Je crois que France Boissons vient de le dire, chez Michelin, c'était pareil. Je crois que maintenant, on peut parler au passé, parce qu'il me semble qu'on a mis en place une stratégie qui nous a permis d'avancer significativement. Je crois qu'on a intégré le fait que être leader sur nos produits, c'était nécessaire et essentiel, mais finalement, ça ne suffit plus aujourd'hui. Notre leadership de demain va reposer sur notre capacité à exploiter l'ensemble de nos données, les données d'usage de nos clients, mais aussi toutes les données issues de leur expérience de mobilité avec la marque. Et c'est cette capacité-là qu'on vient servir avec la mise en place de la Digital Factory, un pôle d'analytics, un pôle dédié au CRM, encore une fois, pour que le client soit au cœur de nos bases de données et qu'on ait une vue à 360 des interactions de ce client avec notre marque. Et puis tous les projets liés à l'IoT, Internet of Things, et aux pneus connectés, parce que c'est cette triplette-là, j'ai envie de dire, qui va permettre d'offrir l'expérience client de demain. Et on a déjà commencé depuis 2 ans, mais je crois que c'est pour ça qu'on a mis en place cette Digital Factory et on est sur la bonne route. Combien de personnes aujourd'hui dans la Digital Factory ? Alors dans la Digital Factory dédiée aux clients B2B, on a 70 personnes à peu près qui travaillent à temps plein pour mieux servir l'expérience de nos clients. Bien, merci beaucoup. Alors il faut embarquer la partie RH en interne, mais derrière, il faut aussi faire adhérer ses clients aux nouvelles méthodes avec le numérique. Chez Adobe, je crois que vous avez 3 axes
d'accompagnement de ces clients. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu ces axes? Comment vous y prenez pour embarquer également vos clients? Alors, bon, déjà, moi, je suis sans doute le directeur marketing le plus heureux de la Terre, puisque je travaille dans une entreprise qui fournit justement les directions marketing. Donc, ça veut dire que j'ai à ma disposition tous les outils nécessaires pour pouvoir créer les meilleures expériences, pour pouvoir traquer la performance de mes campagnes, pour pouvoir identifier quels sont les bons profils, pour pouvoir proposer en fait la meilleure expérience possible tout au long du parcours client. Donc ça, c'est déjà le premier point. Deuxième point, c'est que nous avons mis en place un certain nombre d'initiatives. Il y a une initiative que je voudrais partager avec vous, qui est l'approche que l'on a, qu'on avait jusqu'à présent, une approche très contact-centrique chez Adobe. Donc l'environnement en fait, B2B nous obligeait à le faire. Donc on était capable de suivre le parcours client d'un contact d'une entreprise. On est en train vraiment de changer ça pour avoir une approche beaucoup plus account-centrique. Ça veut dire qu'on prend la totalité des contacts et on analyse la globalité des contacts d'une entreprise pour pouvoir identifier des grandes tendances, des grands sujets et des parcours clients différents. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, et ça je pense qu'on l'abordera un peu plus tard. Deuxième point, on a cherché à toucher les gens qui prennent les décisions, donc ce qu'on appelle en fait les decision makers dans les termes anglo-saxons. Et ces gens-là sont très importants en fait dans le monde du B2B, puisque c'est soit eux qui prennent la décision, soit c'est eux qui peuvent arrêter un projet ou alors l'influencer. Ces gens-là ne sont pas faciles à trouver, on peut rapidement les identifier, mais après l'enjeu c'est de développer la relation avec ces gens-là. Et donc leur proposer en fait une expérience un petit peu également nouvelle et développer la notoriété, la crédibilité de la marque, de notre marque, pour que ces gens-là puissent à un moment donné se dire je reconnais Adobe, je connais leurs valeurs, je sais ce qu'ils font et je vois parfaitement comment Adobe peut intervenir dans ma chaîne de valeur et comment je vais les intégrer pour faire un Digital Factory, pour pouvoir dématérialiser un parcours client, pour pouvoir mieux connaître mes clients. Donc en fait, oui. Pardon. Et faire en sorte que Adobe ne soit plus considéré simplement comme Acrobat ou Photoshop. Et alors ça, c'est le troisième point, c'est qu'il y a bien évidemment pendant des années, alors je pense que je ne sais pas si encore aujourd'hui tout le monde dans la salle sait que Adobe ne fait pas que Acrobat ou Photoshop ou le Flash Player, d'ailleurs qui est arrêté d'ailleurs pour la petite histoire. Mais effectivement, depuis des années, Adobe a développé un certain nombre de solutions logicielles à destination du monde des entreprises et qu'aujourd'hui, 98% de notre business se fait dans le monde B2B. Voilà, on fait très peu en fait dans le monde B2C. Et donc, il a fallu bien évidemment éduquer le marché. Et le marché, en fait, vous savez très bien comment ça se passe. La mémoire collective est quelque chose en fait qui est extrêmement difficile à changer. Quand vous avez dans une perception générale sur un marché une idée, eh bien, ça prend beaucoup de temps en fait, pour pouvoir le faire. Donc on a mis en place un certain nombre d'initiatives pour pouvoir justement développer et envoyer des messages au marché au travers ce qu'on appelle chez nous d'une brand campaign. Donc on a développé tout un tas de vidéos qu'on a mis sur YouTube, sur les réseaux sociaux, qui ont fait pas mal de buzz, hein, puisqu'en fait elles ont eu énormément de vues, pour pouvoir éduquer le marché, pour expliquer qu'on ne fait pas que Acrobat ou Photoshop, qu'on ne renie pas, parce que ça fait partie de notre ADN, mais qu'on propose des solutions pour les fonctions marketing, les fonctions e-commerce dans les entreprises. Ensuite, on a travaillé auprès de ces décideurs, et après, on a lancé également un programme pour travailler avec les influenceurs, donc ce que l'on appelle chez nous les mégaphones, ceux qui ont une vraie portée en fait, sur les réseaux sociaux, et qui sont capables d'embarquer avec eux l'ensemble de leur communauté. Donc voilà, on a mis en place ces programmes-là, et je pense que depuis, on a fait un petit peu évoluer cette mémoire collective, et qui fait qu'aujourd'hui, Adobe peut être perçu comme un des acteurs du monde de l'entreprise, notamment sur la partie de l'expérience client. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais... Alors, toute petite question également sur la partie décideur. Lorsqu'on a échangé en amont, vous avez dit qu'il était important aussi d'embarquer différents services pour prendre une décision commune, et ce n'était pas forcément évident, puisque les attentes sont différentes d'un service à l'autre. Comment vous faites pour cela? Ça, c'est un autre sujet. C'est bien évidemment dans l'environnement B2B, il est très, très important d'identifier ce qu'on appelle les personas. Donc les personnes à qui on doit s'adresser. Ça peut être les décideurs, ça peut être ceux qui vont exécuter, ça peut être, pour notre cas, les directions informatiques, les directions e-commerce, les directions marketing. Et donc, on a adapté le contenu, on a adapté le message, on a adapté les véhicules, les moyens, voilà, les campagnes pour pouvoir toucher ces personnes différentes en fonction des messages, en fonction de leurs moyens et leur appétence et leur envie d'ailleurs de pouvoir consommer l'information. Donc on a adapté le contenu, on a adapté les expériences, on a adapté ça à chaque
décideurs à chaque profil en fait, dans les entreprises. Ce qui fait qu'on a des campagnes pour le monde de l'IT, des campagnes pour le monde du e-commerce, et des campagnes... Voilà. Donc on adapte tout ça. Je pense que c'est important, ça permet de créer des expériences qui sont personnalisées, et c'est tout l'enjeu en fait, de toutes nos entreprises, c'est d'avoir suffisamment de contenu pour pouvoir adresser personnellement chacun des décideurs. Même chose pour vous chez France Boisson, enfin pas tout à fait la même chose, c'est une problématique différente. Comment vous avez réussi à embarquer et à convaincre les indépendants qui sont des cafetiers et des restaurateurs? Oui, effectivement. Alors certains étaient déjà convertis au digital puisqu'ils s'adressent à d'autres distributeurs que France Boisson pour acheter du food ou des accessoires. Pour ce qui concernait les boissons, effectivement, l'univers était un peu en retard et du coup France Boisson devient le précurseur en la matière. Et du coup, effectivement, la conversion client devient une problématique. Là aussi, on a décidé de le faire de manière très simple et pragmatique. On a certainement une des plus belles forces de vente de la CHD, puisque nous avons 600 personnes sur le terrain. Donc le premier relais à cette nouvelle offre de service a été d'abord nos équipes commerciales, mais aussi des campagnes de communication B2B, enfin, qui s'adressent directement à nos clients. Donc on est évidemment sur des canaux très simples. On utilise nos outils de communication promotionnelle, on utilise notre site institutionnel pour pousser cette nouvelle offre, en tout cas ce nouveau service qu'on propose à nos clients. Et on s'est rendu compte assez rapidement que même si on avait beaucoup misé sur nos équipes commerciales pour relayer ce nouveau service, il nous a paru important de proposer rapidement la possibilité à nos clients de s'inscrire de manière totalement autonome à ce nouveau service. Et en fait, on est surpris du succès de cette communication et justement de ce retour sur investissement de cette communication, puisque aujourd'hui, on a lancé notre portail cette année, on doit avoir une soixantaine d'inscriptions toutes les semaines qui proviennent directement des clients sans passer par nos équipes commerciales. Voilà. Tout en gardant évidemment ce lien avec les équipes commerciales, en les informant de cette nouvelle route, etc. Mais voilà le type d'enjeu qu'on a pour la conversion, dans le cadre de la conversion de nos clients. Merci. Très traditionnel, je confirme. Alors, très traditionnel aussi dans l'univers de l'agriculture, Paulin. Vous vous êtes lancé en 2014, vous générez déjà un volume d'affaires de 20 millions d'euros avec 15 000 agriculteurs, ça, il me semble, clients. Comment vous expliquez cette croissance rapide ? Il y a les ambassadeurs sur le terrain, mais quels outils vous avez mis en place pour convaincre ces agriculteurs ? Alors, on a mis une multitude d'outils, mais j'aimerais juste revenir sur le terme traditionnel. C'est sûr qu'on s'adresse à un marché très traditionnel, mais les agriculteurs sont beaucoup plus connectés que ce qu'on pense, sont des vrais chefs d'entreprise et des vrais chefs d'entreprise. Donc c'est traditionnel, on évolue dans un écosystème traditionnel, mais où on a des gens très connectés. J'ai encore rencontré un agriculteur hier qui partait à San Francisco pour aller voir des entreprises et des startups de l'agtech. Donc on voit qu'ils sont traditionnels, mais qui se posent une multitude de questions et qui sont bien plus connectés que la moyenne des Français. Petit aparté. Sur les outils qu'on a utilisés, en premier lieu, le bon vieux téléphone. Parce qu'au démarrage, on n'avait rien du tout. On avait quelques euros de notre prêt étudiant qui est resté sur notre compte en banque. Donc on n'avait pas de moyen d'utiliser tous les canaux en ligne. Donc on a pris nos téléphones. D'ailleurs, j'ai eu une drôle de surprise parce que je passais plein de coups de fil avec mon portable qui, soi-disant, était illimité avec mon forfait. Et en fait, à partir de 100 appels sur des numéros différents, vous payez. Je m'étais pris 400 euros de hors forfait, ça fait mal au derrière. Mais donc non, on a utilisé en premier lieu le téléphone et ensuite on s'est mis à utiliser tous les canaux en ligne pour aller toucher nos clients. Donc AdWords, SEO, retargeting, etc. Mais on a aussi mis une grosse couche de soft chez nous qui nous permet de remonter toute la data d'utilisation de notre plateforme et qui nous permet ensuite de proposer les bonnes offres aux bons utilisateurs. Donc, qui ne sont pas forcément des clients encore agriculteurs, qui sont des utilisateurs agriculteurs de notre plateforme. Parce qu'on a aujourd'hui presque la moitié des agriculteurs qui passent sur notre plateforme tous les mois. Pas encore tous clients, sinon on ferait 10 milliards de chiffre d'affaires. Mais qui viennent aujourd'hui s'intéresser au contenu qu'on peut proposer, qui viennent rechercher des prix de produits, qui viennent s'informer sur des nouveautés. Et donc on a mis en place toute une couche qui nous permet de récupérer la data d'utilisation de nos clients et ensuite leur proposer, leur pusher les bonnes offres au bon moment.
Parce que dans le B2B, c'est aussi important dans le B2C, mais on s'adresse, nous, à des professionnels qui prennent des décisions très rationnelles en fonction d'un besoin précis dans leur entreprise, d'un besoin précis dans leur exploitation. Et donc, il faut réussir à déceler le besoin avant qu'ils aient déjà passé leur achat. Donc, et pour revenir sur les outils, on a tous les outils conventionnels, un très bon CRM, très bon soft, un back-office, tout ce qu'il faut. Mais on est très focalisé sur la data de nos clients. Ok, merci beaucoup. Chez Lyrico, vous en êtes au tout début. Vous allez refondre totalement. C'est une transformation digitale de A à Z finalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où ça part et où vous souhaitez atterrir? Et je crois que vous avez 2 pilotes qui vont démarrer là dans les quelques jours. Oui, c'est parti il y a maintenant près de 3 ans et je voudrais simplement partager avec vous une expérience personnelle que j'ai eue quand j'ai rejoint le groupe Lyrico. Dans un auditorium de ce type-là, il y avait tous les vendeurs de la France. Nous parlons d'environ 800 vendeurs en France. Et le DSI de l'époque présentait une nouvelle application mobile. Et je m'étais noyé dans la masse. Et ce que j'ai entendu à ce moment-là était « Ah, tu vois, ils sont en train de nous piquer notre boulot ». Et c'était assez symptomatique de la situation il y a 3 ans, de l'opposition d'idées entre la force de vente physique et le monde du digital. 3 ans plus tard, nous nous adressons à 4000 vendeurs, puisque nous sommes en Europe et en Asie-Pacifique. 3 ans plus tard, nous avons lancé un vaste projet de transformation digitale qui s'appuie sur un seul mot et qui partait de cette expérience que je vous ai relatée il y a quelques minutes. Je n'ai jamais parlé de transformation digitale. J'ai en revanche parlé de clients. Et donc, tout au long des 2 années suivantes, nous n'avons eu de cesse que de mettre en avant les besoins, les attendus de nos clients. Et à ce moment-là, effectivement, il était devenu évident que nous devions mixer notre force de vente et notre plateforme digitale. À partir de ce moment-là, eh bien, nous avons décidé, au sein du comité de direction, de lancer un vaste projet de transformation qui rénove notre infrastructure informatique parce que, avant de parler de transformation digitale, encore faut-il en avoir les moyens et encore faut-il être prêt. Prêt à traiter de la donnée, prêt à l'installer au bon endroit, au bon moment, prêt à accueillir les clients, quelles que soient les zones de frottement et quels que soient les moments de son parcours client. Il fallait donc, dans un premier temps, moderniser notre système d'information, ce qui est fait. Et dorénavant, nous allons lancer évidemment une stratégie omnicanale sur 2 pilotes qui sont la France et la Scandinavie. Alors pourquoi la Scandinavie? Parce que, en plus de la conviction interne et de la conduite du changement interne adressée aux 4000 vendeurs, vous avez, quand vous êtes un groupe international, des contingences culturelles fortes. En effet, quand vous êtes dans les pays nordiques, il est déjà question d'une commercialisation digitale. Quand vous êtes dans le sud de l'Espagne ou dans le sud de l'Italie, si vous n'êtes pas présent physiquement, vous ne vendez rien. Et donc, il faut aussi mettre le curseur, quand vous êtes sur des niveaux internationaux, adapté à l'acculturation digitale du marché domestique auquel vous vous adressez. Et donc, nous avons souhaité immédiatement nous installer sur des marchés, 2 marchés, qui nous paraissent être représentatifs de notre zone de commercialisation. Donc ça, c'est ce qui va se passer 1er janvier 2018. Merci beaucoup. Alors, dans cette expérience client, la data prend tout son sens. On a commencé à l'évoquer, Paulin, tout à l'heure. Mais comment on peut s'en servir? Enfin, il y a des multitudes de données qui proviennent de vos clients. Comment utiliser cette donnée, que ce soit au travers de DMP, de CRM, d'IA, etc. Christophe Marais chez Adobe.
comment vous faites pour gérer cette donnée? Je crois qu'on est tous dans cette salle, tous conscients que la donnée, c'est fondamental. On n'a pas forcément les mêmes expériences auprès de la donnée. On sait que dans les organisations, la donnée est un peu parsemée un peu partout. On essaie de la concentrer. Il y a des technologies, des plateformes. Vous parlez de DMP, vous parliez de Data Lake, etc. Voilà. Donc il y a des technologies qui existent aujourd'hui. J'ai pas envie de parler de technologie, j'ai envie de parler en fait peut-être d'une approche un peu différente de la donnée. Je pense que quand on est une entreprise, dans le B2C, dans le B2B d'une manière générale, il faut voir la donnée en fait de 3 manières. La première manière, c'est comment je peux utiliser la donnée pour avoir une approche très descriptive de mon business model, de mon activité. Descriptif, ça veut dire, je vais utiliser la donnée pour avoir des rapports réguliers sur la performance de ma plateforme e-commerce, sur le nombre de clients qui sont venus sur mon site web, sur le taux de conversion que je peux avoir, etc., etc., le taux d'engagement. Ça vient décrire simplement le business que j'ai au quotidien. Vous avez une deuxième étape dans l'usage de la donnée qui est une approche plutôt prédictive. Prédictive, c'est-à-dire que je vais utiliser la donnée, mais en plus, je vais utiliser de l'algorithmie. Je vais utiliser de l'intelligence artificielle. Je vais essayer en fait d'anticiper un peu plus les tendances qui vont arriver pour répondre à une question, en gros, que se passe-t-il si je fais ça? Et ça, c'est vraiment l'approche prédictive de l'usage de la donnée. Et le Saint Graal, j'ai envie de dire, c'est le 3e niveau. C'est l'approche prescriptive. Prescriptive, ça veut dire que dis-moi ce que je dois faire pour pouvoir réussir à atteindre mes objectifs. Et donc là, on intègre beaucoup plus le contenu, la donnée, l'émotion, la connaissance client, et on vient mixer tout ça pour qu'à un moment donné, d'ailleurs, l'humain réintègre le processus en fait, d'engagement qu'on a avec nos clients. La donnée ne va pas tout régler, mais la donnée est essentielle. Donc voilà, il y a 3 niveaux, enfin, c'est ma conviction, on voit 3 niveaux, le côté descriptif, le côté prédictif, le côté prescriptif. On en est aujourd'hui, pour les plus, on va dire, les plus avancés, au niveau prédictif. Et ça, on le voit au quotidien avec l'intelligence artificielle, les nouveaux algorithmes, le machine learning, tout ça. Ça sert à ça. Mais quand on arrivera à réintégrer l'émotion et à réintégrer l'humain dans l'usage de la donnée, on arrivera à ce stade, qui n'est pas ultime, parce qu'on en trouvera un autre, mais le stade prescriptif qui va nous guider pour être encore meilleur vis-à-vis de la relation que l'on peut avoir avec nos clients. Merci beaucoup. Sophie Fouque, chez Michelin, vous menez différents projets en parallèle pour différents clients. Donc ça amène à parler de différentes technologies, de différents outils. Il y a le programme Engage, il y a des outils que vous utilisez, des outils Salesforce que vous utilisez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu brièvement quel outil pour quel type de client? Ouais. Quelle solution? Et peut-être d'abord, je vais revenir sur ce que Christophe a dit. Chez Michelin, globalement, justement, ce qu'on essaye de faire dans cette transformation, c'est vraiment de remettre la donnée au cœur. Et donc, on va mettre la donnée au cœur pour faire de la maintenance préventive pour nos clients transporteurs avec les offres Michelin Tire Care. On va mettre la donnée au cœur pour aider nos clients miniers à optimiser la productivité de leurs mines. En captant et en faisant tourner des modèles d'analytics sur des quantités importantes de données. On va mettre la donnée au cœur pour aider nos revendeurs à avoir le meilleur stock au bon moment avec les meilleurs CAI. On va mettre la donnée au cœur pour capitaliser sur les différents univers offerts par Michelin, donc le guide, les cartes pour permettre à nos chauffeurs transporteurs en fait, de trouver les meilleurs points d'arrêt et de mieux planifier leur trajet. Donc vraiment cette partie à la fois utilisation de la donnée dans la contextualisation, la personnalisation et développement de services et solutions dans le domaine de la maintenance préventive, c'est cœur dans la transformation qu'on est en train de mener. On a un objectif de doublement du chiffre d'affaires à horizon 2020 sur notre partie services et solutions, de triplement de notre chiffre d'affaires sur la partie expérience, donc tout ce qui est guide et restaurant. Donc c'est vraiment une orientation très forte au sein du groupe et dans cette transformation digitale. Donc la question portait sur les différents programmes qu'on met en œuvre. Voilà, donc on a toutes ces offres de services et solutions, c'est une partie importante. Et puis pour y arriver, parce que cette donnée, il faut l'activer, on a un programme de transformation qui s'appelle Engage, qui vise à améliorer l'expérience employé et client et qui est relatif à la mise en place d'un CRM
Donc la mise en place d'un CRM, c'est vrai que c'est l'implémentation de nouvelles solutions, mais c'est avant tout la transformation des process au sein de l'entreprise. C'est notre capacité à penser écosystème, à se dire que quand on considère une réclamation client, c'est avant tout important que le commercial ait accès à la discussion qui a pu avoir lieu entre le service client et le client lui-même. C'est avant tout important que le client, s'il veut déposer sa réclamation en self-service via un portail, puisse le faire, qu'il puisse suivre l'évolution, qu'il ait les bonnes notifications. Bref, qu'il se sente reconnu, unique et pris en main. Donc c'est ça qu'on met en œuvre aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour anticiper les besoins clients, juste 2 petits mots. J'aimerais revenir avec vous, Christophe, sur l'aspect account-centric. On l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, mais plutôt d'être customer-centric, être vraiment account-centric. Vous avez parlé également de customer intelligence. Beaucoup de keywords comme ça. Je suis désolé, c'est très anglo-saxon. On ne peut pas renier nos origines. Développer un tout petit peu ces points et cette importance selon vous dans l'univers B2B. Donc c'est très propre aux typologies d'entreprises comme Adobe, donc l'éditeur de logiciels, où on travaille beaucoup avec des grandes entreprises qui ont des organisations très complexes. On parle de Michelin, même l'IRECO et France Boisson, on peut avoir des organisations complexes, pas encore la tienne, mais quoi que ça va venir, j'en suis convaincu. Mais donc on est obligé en fait de reconsidérer notre manière de s'engager avec nos propres clients. Donc on a parlé en fait de nous orienter plus vers une approche orientée compte, ce qui va nécessiter de mettre en place un certain nombre d'initiatives. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler d'account-based marketing. Donc ce sont en fait des initiatives qui vont nous permettre de pouvoir traiter notre client, nos prospects, l'entreprise à qui on s'adresse, comme un tout. Ça veut dire que plutôt que de chercher à adresser chaque individu, on va traiter l'entreprise comme un tout. Et donc, on a mis un ensemble en fait, de mesures qui va nous permettre en fait, de mesurer, par exemple, notre niveau d'engagement avec un compte. On va prendre Michelin, le compte Michelin. Combien il y a de personnes que l'on connaît? Est-ce que Michelin est un client, n'est pas un client? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la compte intelligence. Toutes les données qui sont mises à notre disposition en interne et que l'on connaît sur Michelin. Puis après, il y en a d'autres. Il y a combien de personnes de Michelin viennent sur notre site? Combien de personnes de Michelin ont cliqué sur les bannières sur lesquelles on fait par exemple la promotion de nos plateformes? Combien de personnes de Michelin sont allées sur les réseaux sociaux? Combien de personnes de Michelin ont rencontré nos commerciaux, sont venus à des événements, ont par exemple tapé des mots-clés sur différents moteurs de recherche. Et en fait, l'objectif, c'est d'agréger l'ensemble de ces données pour avoir un index, ce qu'on appelle un index. Donc c'est une sorte de note qu'on appelle l'Account Engagement Index et qui nous permet en fait de proposer des plans spécifiques pour accompagner Michelin sur le développement, la transformation, selon les départements, selon les différentes personnes. On parlait des profils et des personas, on a des actions spécifiques par profil en fait d'interlocuteurs. Voilà, on est en train de mettre en place ça. Je suis convaincu qu'aujourd'hui c'est ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas prendre chaque individu individuellement, mais bien une entreprise, c'est une somme d'individus qui vont travailler ensemble, qui vont collaborer ensemble. Et je pense que c'est toute cette expérience riche que va apporter la relation individuelle associée dans une stratégie globale qui nous permettra de proposer en fait les meilleures solutions pour Michelin ou pour les autres entreprises. Merci beaucoup. Alors on a parlé de prédiction des ventes également. Chez France Boisson, qu'est-ce que vous avez mis en place pour anticiper la demande et mieux cibler justement chaque indépendant? Oui, peut-être avant de répondre directement à cette question, je voudrais rebondir sur ce que viennent de dire nos collègues de table ronde. La data, c'est pour un directeur commercial que je suis, c'est certainement le sujet sur la partie digitale le plus complexe, parce qu'on n'a pas ce savoir-faire dans une entreprise traditionnelle comme la nôtre. Du coup, il nous faut nous équiper ou aller chercher ce savoir à l'extérieur. Du coup, ça engage des coûts importants d'aller chercher des prestataires, des partenaires, même des outils, des technologies que nous n'avons pas. Et du coup, c'est très complexe. Et le champ du possible est absolument incroyable. Donc, il a été nécessaire pour nous de choisir nos combats. Et on a choisi 2 combats, si je puis dire. Le premier, ça a été et dans les 2 cas, pour ces 2 pistes, ça a été de mettre le client au cœur effectivement du dispositif, évidemment. Et la première idée était de rendre convergentes toutes les informations qu'on pouvait avoir sur le client,
Alors ça paraît simple, mais même à l'échelle d'une entreprise comme la nôtre, c'est complexe. Je vais vous donner quelques exemples. On a 350 techniciens qui vont aller faire des entretiens, des machines à café, des tirages pression chez nos clients. Ils ont de l'information intéressante pour les équipes commerciales, pour le client aussi. Nous avons 800 chauffeurs-livreurs qui livrent tous les jours nos 50 000 clients. Il y a aussi de l'information, du timing, enfin, un certain nombre de données sur les clients, jusqu'aux données effectivement liées au commerce, au business, au volume. Voilà. Donc toute cette information-là, l'idée c'était de la faire converger vers des outils destinés à nos forces de vente pour apporter encore plus de conseils aux clients, mais aussi directement aux clients. Ça se traduit par des choses très simples. On a créé un carnet de visite qui permet à chacun de nos commerciaux d'avoir un document papier. Alors, c'est pas très digital en l'occurrence, mais l'intelligence était bien sûr digitale derrière. C'est de proposer un outil très simple qui permet à nos vendeurs d'avoir un prétexte, d'échanger sur une performance commerciale ou sur des données, toutes les données qu'on avait fait converger sur le client, sur un moment, un rendez-vous dédié au client pour faire un bilan d'activité avec lui et de se projeter sur le futur. Donc là, on est déjà un peu dans votre question, c'est comment on fait pour aller plus loin. On fait converger un certain nombre d'informations, on crée un document intelligent, si je puis dire, qui devient un prétexte à lancer une discussion et à lancer des plans d'action pour l'avenir avec le client. L'autre élément a été de personnaliser l'ensemble de nos offres aux clients le plus possible qu'on puisse le faire. Là aussi, le champ du possible est monstrueux, il a fallu choisir. On a choisi de travailler sur une approche produits, promos, liés aux habitudes d'achat, aux fréquences d'achat de nos clients. Et tout ça nous a permis aussi effectivement de développer nos ventes sur des catégories qui le nécessitaient, mais qui nous a permis aussi, enfin, dans cette réflexion, je parlais de convergence et de personnalisation, c'était aussi quand on a publié du contenu sur un certain nombre de nouvelles tendances de consommation sur notre portail, par exemple l'avènement ou l'arrivée des whisky japonais, des bières craft, enfin des choses un peu originales qui arrivent sur le marché en ce moment et qui dynamisent le marché. Quand on a publié de l'information sur ces sujets, sur ces nouvelles tendances, on a pu mesurer le degré ou le niveau d'intérêt de nos clients sur ces sujets et du coup pousser nos équipes commerciales à aller les rencontrer et discuter et aller bien plus loin que le simple intérêt sur le sujet, d'aller jusqu'à transformer par une commande. Autre élément, et là je suis dans votre question, le prédictif, ça a été de travailler avec quelques partenaires sur la prédiction de clients qu'on appelle à risque chez nous, c'est-à-dire des clients qui sont fidèles, enfin qui nous paraissent fidèles parce qu'ils commandent de manière régulière et importante, sauf qu'il y a des signes dans la data qui nous permettent de dire que le client est en train de nous quitter, il est en train d'essayer d'autres fournisseurs sur quelques catégories. Il fait un peu de picking ailleurs et on commence à s'en rendre compte. Alors le commercial, pas tout de suite, mais la data peut nous permettre effectivement de mesurer ce risque avant qu'il soit trop tard et d'engager une action effectivement pour retenir le client. Donc voilà quelques exemples tout à fait concrets de mise en œuvre chez France Boisson. D'accord. Merci beaucoup. Alors chez l'IRECO, même si vous en êtes au tout début, vous comptez également sur l'intelligence artificielle et l'utilisation de la donnée pour anticiper et développer de nouvelles gammes de produits, en tout cas adresser de nouvelles gammes de produits à vos clients que vous ne développez pas justement aujourd'hui. Tout à fait. Je pense que le groupe l'IRECO est un groupe qui aujourd'hui opère partout en Europe et en Asie-Pacifique et concentre annuellement environ 14 millions de transactions par an. C'est vous dire la source d'information que nous détenons. Et cette source d'information aujourd'hui, nous souhaitons la mettre au service de notre prospective. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Effectivement, je rejoins évidemment ce que disait Olivier. Le churn est la première, j'allais dire, un basique dans nos métiers, d'être en situation d'identifier le client à risque par un comportement d'achat qui n'est plus celui qu'il avait jusqu'alors. Ça, c'est, j'allais dire, une stratégie défensive, mais qui est absolument fondamentale pour ce qui nous concerne. Du point de vue offensif, l'intelligence artificielle, elle consiste, pour ce qui nous concerne, à aller proposer les nouvelles offres de l'IRECO. En effet, l'IRECO est une entreprise qui est très marquée fourniture de bureau. Depuis maintenant 2 ans, nous avons volontairement lancé de nouvelles catégories. Catégorie
hygiène, catering et PPE, EPI. Ces catégories-là, elles doivent absolument faire partie du même basket. Elles doivent faire partie de notre chaîne de valeur et de notre chaîne de solutions. Et donc, dès lors que vous commencez à sophistiquer votre offre, vous devez être extrêmement pertinent et pas intrusif. Et ça, c'est la distinction que nous souhaitons ne jamais oublier. Nos clients sont de plus en plus sollicités, ont de moins en moins de temps et ont de plus en plus de décisions à prendre. Il faut donc que nous intervenions au bon moment avec la meilleure offre. Et c'est tout l'enjeu de l'IRECO dans les 2 prochaines années. Merci. Alors, très rapidement, sur la partie, la data aide aussi à la fidélisation. Chez Agriconomie, vous avez copié plus ou moins le modèle d'Amazon Prime, pour fidéliser vos Copier, oui, on s'est clients. inspiré de tout un tas de modèles de loyalty présents chez nos confrères dans différents milieux. Mais on a le Club by Agrico, qui est un service payant, qui coûte 10 € par mois à nos clients agriculteurs et qui leur permettent d'accéder à une multitude de services complémentaires. Donc, des livraisons gratuites, comme sur Amazon Prime, des réductions supplémentaires sur certains produits, un conseil qui est beaucoup plus poussé avec un interlocuteur dédié, avec plusieurs visites en ferme sur l'exploitation. Et donc on essaye de créer tout un environnement qui fait que notre client club est vraiment choyé et de plus en plus fidélisé. Parce qu'on a tous l'objectif d'améliorer nos lifetime value et d'avoir des clients qui commandent de plus en plus, qui génèrent de plus en plus de volume d'affaires et de plus en plus de marge. Et tous ces programmes-là, en ligne et en physique, parce que nous, c'est vraiment un hybride, le Club Agrico, permettent à nos meilleurs clients de consommer plus et d'être plus satisfaits de notre service. Merci Paola. Chez Adobe, vous ne vendez pas un produit en tant que tel, mais plutôt un droit d'usage. Comment vous faites pour garantir un taux de renouvellement ? Alors ça, c'est un peu le principe du cloud, hein, effectivement. Avant, on achetait des produits, on les installait, ils étaient à nous, on les gardait. Et puis effectivement, depuis quelques années maintenant, on achète un abonnement, donc un droit d'utilisation. Alors comment on fait ensuite pour que les gens renouvellent, bien évidemment, cet abonnement ? On sait, je pense qu'on le vit tous, hein, quand on regarde nos téléphones, on a à peu près 2/3 de nos applications qu'on n'utilise jamais. Et c'est celles qu'on utilise et qu'on supprime très rapidement. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que quand on n'utilise pas quelque chose, si on n'identifie pas la valeur que va nous apporter cette chose-là, on la supprime. Et c'est un processus naturel. Donc, chez Adobe, nous travaillons avec l'ensemble de nos clients pour leur proposer tous les outils pour pouvoir mieux comprendre l'usage de nos outils et les bénéfices qu'ils peuvent en tirer. Ce n'est pas de la formation. Il y a des organismes qui le font très bien. Adobe ne fait pas de la formation. Par contre, on a lancé des initiatives, encore des anglicismes, j'en suis désolé, mais qu'on appelle de l'active use. Donc ce sont en fait des initiatives pour pouvoir montrer des fonctionnalités qui sont méconnues, par exemple, sur un produit et qui vont intéresser tout un tas d'utilisateurs. Dès lors que l'utilisateur va utiliser de plus en plus l'outil, il sera beaucoup plus satisfait et il aura envie de renouveler son abonnement. Donc on travaille avec lui, on va lui créer en fait toutes les opportunités pour qu'il puisse partager avec d'autres utilisateurs. Donc c'est vraiment le partage de connaissances, le partage d'utilisation. On crée en fait des clubs, on crée tout un tas de contenus qui soient des contenus vidéo, des podcasts, tous les contenus en fait que l'on peut consommer pour pouvoir mieux utiliser un outil. Dès lors qu'on l'utilise mieux, on est plus satisfait et on a envie de renouveler l'abonnement. Alors après tout ce qu'on s'est dit là pendant ces 50 minutes, on a envie de savoir, connaître les résultats. Sophie, chez Michelin, on a parlé maintenance prédictive avec TireCare. Je crois que les résultats sont vraiment intéressants, parce que vous avez suivi plus de 7200 véhicules, je crois. Ouais. Aujourd'hui, si on regarde l'ensemble des clients qui ont souscrit à nos offres de services et solutions, on s'était fixé une ambition à 1 million d'ici fin 2019. On est à 600 000, donc on est sur la bonne route. Tout ça, c'est des clients du coup, avec qui on a une expérience au quotidien. Nous aussi, on vend de l'abonnement, hein, puisqu'on a certains de nos clients qui souscrivent à des offres de type Michelin Fleet Solution, et à qui on vend du pneu en fait, au kilomètre, et qui nous ont confié complètement la maintenance de leurs pneumatiques.
Et puis, on a 600 000 clients qui ont souscrit à ces offres services et solutions. Si on prend les offres Tire Care liées aux pneus connectés, on a réalisé plus de 11 millions d'observations de pneus. Vous imaginez bien que grâce à tout ça, on optimise nos modèles aussi et la recommandation qu'on offre à nos clients. Et puis on continue à améliorer l'expérience en mesurant le Customer Effort Score sur chacun des touchpoints clients, en mesurant le Net Promoter Score de nos revendeurs. Voilà, on continue à mieux connaître nos clients, à comprendre leurs insights avec les données qu'on a pour réussir à optimiser et à offrir la meilleure expérience dans tous les coins du monde. Et c'est pas facile parce qu'on est une entreprise mondiale et offrir la meilleure expérience en Chine, c'est pas comme offrir la meilleure expérience aux États-Unis et c'est pas non plus comme l'expérience qu'on doit offrir en France. Donc en Chine, il faut s'intégrer dans tout un écosystème. Ça veut dire qu'il faut comprendre et utiliser la donnée pour avoir la meilleure vision de ce que recherche le client chinois. Merci beaucoup. Olivier, chez France Boisson, quels sont les résultats de ce début de transformation digitale? Oui, alors nous sommes vraiment au début de notre courbe d'expérience. Nous sommes au début de notre courbe d'expérience. Néanmoins, les premiers résultats sont déjà très très encourageants, puisqu'en fait, on a fait progresser. On a pris un panel de clients qui ont basculé sur notre portail cette année et qui étaient déjà clients l'année dernière. Sur le mois d'août et septembre, on a une progression de 30% du panier moyen, ce qui est monstrueux sur un marché qui est plutôt flat. Étendu. Pardon. Un marché tendu, flat. Oui, étendu. tout à fait. Un marché qui est tendu et qui est flat. Et voilà, même s'il y a un petit regain d'activité ces derniers mois, on a vraiment une explosion de notre panier moyen. On n'a pas créé de business au bout de la chaîne. Il n'y a pas un nouveau business qui s'est créé. En fait, l'effet des 30%, c'est la rétention de clients qui achètent bien plus et tout chez moi, alors qu'il avait tendance à plutôt zapper, parce que désormais, il a accès à l'ensemble de l'offre facilement et de manière tout à fait intuitive chez France Boisson. L'autre élément très encourageant, qui rejoint le premier d'ailleurs, c'est 2/3 des commandes qui ont été prises en dehors des heures de bureau. C'est-à-dire souvent la nuit, en fermeture de service, à 1h du matin, 2h du matin, le week-end. Voilà. Donc ça, c'est un signe très très fort pour nous d'une réponse à une attente qui n'était pas couverte clairement les années précédentes avec notre dispositif classique. Donc on va surfer évidemment sur cette vague qu'on est en train de créer et j'espère qu'on pourra partager d'autres datas bien plus encourageantes encore, mais en tout cas les premiers signes sont très 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 encourageants. Merci beaucoup. Alors, pour conclure cette table ronde, selon vous, en 2 mots, quelles sont les clés de la réussite pour mener une transformation digitale et obtenir cette expérience client B2B de qualité? Sophie? Pour moi, en 2 mots, c'est data, donc capacité à exploiter la data, parce qu'on en collecte tous. Et on a vu chez Michelin, on en a collecté pendant des années. Je crois qu'on est un des groupes, je suis sûre même, on est le groupe pneumatique qui a le plus de commerciaux sur la route. On a collecté de la data pendant des années. La vraie question, c'est quelle capacité on a à exploiter ces données pour vraiment devenir une entreprise data-driven et transformer ça en valeur pour nos clients. Donc ça, c'est le premier mot, data. Le deuxième mot, je pense, c'est co-design. Parce que je ne crois pas qu'on puisse parler d'expérience client ou de transformation digitale sans se dire que dès le départ, on inclut nos clients dans cette démarche. Et c'est un point très fort de la Digital Factory qu'on a monté aux États-Unis. On travaille en méthode agile et toutes les 3 semaines, on a les utilisateurs finaux de nos solutions qui viennent donner leur avis. Donc moi, si on retient en 2 mots, data et co-design, je pense que c'est les 2 plus importants. Christophe, après on passera au... Bon, tu m'as volé un mot, donc data. Bon, mais je pense qu'on sera tous d'accord. On va faire on enlève celui-là. Un mot alors. Voilà. Le deuxième sujet, alors mon premier sujet, ça sera le contenu. Alors le contenu, qu'est-ce que c'est quand on est une entreprise? C'est toute l'histoire que l'on va raconter à nos clients. C'est cette histoire qui va créer l'émotion dans la relation entre votre marque et vos clients. Et cette émotion qui va créer une expérience
puisque c'est la base, en fait, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est l'expérience, et cette expérience va permettre de fidéliser vos clients, d'en gagner des nouveaux. On a mené juste très rapidement une petite étude qui montre qu'en France, 40% des gens que l'on a interviewés, qui sont des consommateurs, sont prêts à aller vers une nouvelle marque, dès lors qu'ils ne connaissent pas, hein, dès lors que l'expérience que la marque leur propose est exceptionnelle. Ça veut dire que rien que par l'expérience, vous pouvez très facilement acquérir énormément de nouveaux clients. Donc ça, je pense que chaque entreprise doit le garder en tête. Et puis le deuxième mot, ça sera n'hésitez pas à essayer. Ça fait 3, ça. Hein. N'hésitez pas à essayer, n'ayez pas peur de l'échec. Merci. Paulin, 2 mots. On est pressé par le temps. J'allais dire customer centric, hein, toujours se refocaliser sur vraiment le besoin de son client. Donc ça c'est nécessaire. Donc nous, besoin de notre client agriculteur, mais aussi besoin des grands groupes, parce qu'on est entre deux. Et le deuxième mot, c'est un peu ce que tu disais, co-design, mais chez nous c'est co-construction. C'est que la transformation digitale n'arrivera que par la co-construction entre des acteurs nouveaux comme nous, des acteurs traditionnels et des grands groupes du secteur agricole présents depuis des centaines d'années, avec qui on va co-construire une offre pour vraiment répondre aux besoins précis de nos clients agriculteurs, parce qu'on a besoin d'assets et de compétences qui sont à mi-chemin chez les deux. Et donc il faut qu'on co-construise ensemble pour réussir à bien adresser notre client et à toujours créer plus de valeur pour nos clients agriculteurs et répondre bien mieux à la compétition internationale. Très bien, merci. Olivier. Facteur clé de succès pour France Boisson, c'est d'abord d'avoir embarqué tout le comité de direction, c'est-à-dire c'est pas le fait d'un des membres du comité de direction, c'est vraiment un mouvement global de l'entreprise. 1, 2, c'est d'avoir une stratégie customer oriented, etc., mais très claire et très ambitieuse, mais de commencer petit et d'être dans le mode test and learn et de ne pas avoir peur de se tromper et de se planter, etc. Et rester agile. Et rester très agile, voilà. Et enfin, pour l'IRECO, le client, évidemment, parce que nous sommes une entreprise commerçante. Et le deuxième élément est sans doute le désilotage, la remise en cause des organisations en place, le fait d'être en capacité de travailler de façon transversale tous les jours, toutes les semaines et tous les mois, quel que soit le niveau de responsabilité et quelles que soient les missions de chacun d'entre nous. Merci à vous 5. On a 2 petites minutes pour des questions-réponses. Après, il y aura une pause, donc vous pourrez continuer d'échanger lors de cette pause. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, bonjour. Jérôme Connac de Webel Payment Services. C'est une question pour Paulin Pasco. Tout à l'heure, vous avez dit que les agriculteurs, vous avez besoin de mettre des personnes sur place, sur le terrain, pour aller les rassurer sur la qualité des produits et les délais de livraison. Je sais qu'Agri-Économie, vous êtes dans un modèle mixte achat-revente et marketplace. Oui. Comment vous vous assurez dans ce modèle marketplace que vos vendeurs assurent aussi ce service et cette qualité de service ? Alors nous, on a tout un service qui est dédié à nos fournisseurs, donc vendeurs marketplace ou fournisseurs en retail. Donc on va vérifier la qualité de service de nos fournisseurs et on fait, si tu passes au bureau d'Agri-Économie, il y a tous les jours des colis qui passent, parce qu'on va vérifier et commander chez nos fournisseurs pour vérifier que le service tient comme il faut. Donc tous les voisins de chez nous ont déjà tous reçu des colis de nos fournisseurs. Ils ont des belles boîtes de chocolat en fin d'année. Mais voilà, on va tester constamment le service de nos fournisseurs pour être certain que celui que reçoit notre client soit au niveau attendu. Parce que comme expliqué, on est vraiment en B2B, on s'adresse à des chefs d'entreprise. On peut accepter de recevoir sa paire de chaussures en retard, sauf si c'est pour un mariage, etc. On peut l'accepter. Un agriculteur qui a besoin de traiter chez lui, un agriculteur qui vient de péter la courroie de sa moissonneuse-batteuse, il a besoin de l'avoir le lendemain. Il a besoin qu'on respecte notre promesse. Et c'est pas une question de prix là-dessus. Donc, il y a le prix, mais le service passe avant tout. Donc le contrôle de nos fournisseurs est extrêmement important. Une autre question ? Oui. Marc Lolivier. Oui, un aspect qui est abordé en filigrane tout au long du débat. On a vu à la fois chez Pure Player qu'il y a une croissance très forte, mais aussi chez les acteurs plus traditionnels qui ont aussi une croissance très forte. L'enjeu RH, sur lequel j'aimerais bien revenir, vous avez parlé notamment France Boisson, l'enjeu de trouver de nouvelles compétences,
nouveaux métiers, on le voyait aussi à travers les termes qui sont employés. Comment vous faites justement pour recruter? Est-ce que vous sentez des tensions sur ces nouveaux métiers-là? Et est-ce qu'il y a un enjeu sur le côté B2B? Est-ce que justement sur cette génération Y dont on parlait tout à l'heure, vous arrivez aussi à l'attirer vers le B2B, ou est-ce qu'il n'y a pas une tendance à aller vers le B2C? Est-ce que ça aussi c'est une problématique pour vous dans cet accompagnement de la croissance, qui est justement de trouver les talents et de faire qu'ils rejoignent vos entreprises? Qui veut répondre? Notamment sur les métiers de la data. Oui, alors je vais prendre la main. Un de nos gros enjeux RH, ça a été de constituer une équipe digitale aussi chez France Boisson. On est un siège de 60 personnes. L'équipe digitale, en un an, est passée de 0 à 6 personnes. Donc c'est quand même vous dire l'intérêt qu'on porte à ces projets. Et du coup, c'est une compétence qu'on n'avait pas du tout en interne. Donc ça a été un enjeu pour nous, nouveau. De manière plus large, le B2B, effectivement, lorsqu'il se remet en question, comme on est en train de le faire, va nous permettre d'être beaucoup plus attractifs aussi pour recruter des commerciaux sédentaires, parce qu'on va les concentrer sur la partie, j'ai envie de dire, noble de leur job. Un commercial, il n'est pas là. Enfin, il n'est pas là. L'intérêt d'un commercial, c'est de défendre ses produits, d'argumenter, d'apporter du conseil, non pas de prendre des commandes et de faire 20 visites par jour. Donc notre attractivité va se développer. Pour autant, on est dans une période de transition où effectivement on est en train d'opérer aussi un change, le change que j'ai évoqué tout à l'heure, qui nécessite de faire des choix aussi sur les hommes et les femmes qui sont présentes encore dans nos entreprises, qui pour certains sont dans le profil parce qu'elles ont fait le choix d'évoluer avec nous, d'autres plus. Donc voilà, il y a des gros enjeux RH, c'est évident, mais notre pari à terme, c'est effectivement de développer l'attractivité aussi de notre entreprise vis-à-vis des filières commerce, clairement. Juste pour rebondir là-dessus, je pense que effectivement vous avez raison. C'est très lié à la maturité en fait des marchés. Dans le marché B2C, en fait, ça a commencé il y a très très longtemps, et notamment l'utilisation de la data, l'utilisation des nouvelles technologies, le recrutement de nouveaux talents, des nouveaux profils a été initié très rapidement. C'est en train d'arriver et de s'opérer en fait dans le monde de l'environnement B2B. On commence à être confronté de plus en plus maintenant à des chasses à ces nouveaux talents, à identifier les high potential, comme on les appelle, etc., dans toutes les organisations. On se les pique, entre différents acteurs, on se prend les mêmes. En fait, rapidement, on va voir qu'il va y avoir une forme de stabilisation et qu'on couvre exactement les mêmes métiers. Donc les gens qui travaillent dans le B2C vont venir dans le B2B de manière assez transparente, sans écueil. Mais c'est très lié au niveau de maturité de chaque entreprise. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont très matures dans l'environnement B2B et d'autres dans le B2C qui ne sont pas encore matures. Voilà. Donc je pense que c'est plutôt lié à ça. Moi, ce que j'ai pu observer dans la mise en place de la Digital Factory, et vraiment, on est justement une des motivations de Michelin, c'était d'attirer des nouveaux talents sur cette partie-là. Donc c'est pour ça qu'on a monté cette entité aux États-Unis, où c'est un petit peu plus facile de trouver de la ressource. Mais ce que j'ai vu dans les questions que me posaient les candidats, c'est qu'ils cherchaient à mesurer si c'était réellement une transformation qui partait de la tête de l'entreprise et s'il y avait une volonté pérenne de se transformer, ou s'ils venaient là finalement pour 2 ans pour faire un peu de présence sur les médias sociaux et puis repartir. Et donc je crois qu'à partir du moment où on arrive à démontrer aux candidats qu'on va mettre en place du reverse mentoring, qu'ils vont avoir un rôle clé à jouer dans la transformation de l'entreprise et qu'on les embarque dans cette histoire et qu'on leur donne la voix parce que finalement c'est eux qui savent, ça fonctionne et on arrive à motiver des talents digitaux à entrer dans un groupe industriel comme Michelin, ce qui n'est pas forcément naturel. Et le deuxième point que je veux ajouter sur ce sujet, c'est qu'il y a la difficulté d'attirer des talents digitaux, ça c'est un point, mais il y a un point aussi qui me semble majeur, c'est que si on ne se transforme pas digitalement, je veux dire, même les autres types de métiers, on va avoir du mal à les attirer. Si on reste avec une incapacité à fournir à nos commerciaux un bon accès à la donnée, à leur permettre à eux, quand ils sont chez le client et en face du client, de se sentir bien parce qu'ils ont eu les bonnes informations au bon moment, ils vont pouvoir présenter au client sur une tablette facilement le bon contenu, les bonnes vidéos, etc. Je pense qu'on va avoir un problème après, même pour recruter dans nos métiers traditionnels. Donc, de toute façon, c'est un enjeu qui est majeur. Merci à vous 5.